Dans l'épisode précédent, nous avons proposé une analyse de la situation du Moyen-Orient dans l'impérialisme, en précisant le rôle de la France, et pourquoi la Palestine est un enjeu économique et politique essentiel pour Israël, pour les États-Unis et pour les bourgeoisies de l'Union européenne. Il s'agit donc d'un sujet particulièrement important dans l'activité du PCRF. À présent, venons-en au débat qui s'est amplifié au sein du mouvement de défense de la cause palestinienne, notamment en France, la question de l'avenir d'une société palestinienne libérée du joug israélien. Quel avenir possible pour la société palestinienne ? Pour commencer ce second échange, je pense que c'est très important de commencer en dénonçant la fausse alternative. La fausse alternative, j'emploie des mots comme ça, imposée par le droit bourgeois entre la solution dite à un État et la solution dite à deux États. Pourquoi j'appelle ça fausse alternative ? Pourquoi je mets des guillemets ? Parce que le débat sur la question de la solidarité avec la Palestine se retrouve trop souvent enfermé dans une opposition binaire qui est en fait imposée par le droit bourgeois et les différentes bourgeoisies qui peuvent avoir intérêt à défendre un État ou deux États. Comment sortir de cette fausse alternative ? C'est de rappeler, pour le début de cet échange, qu'en fait, quand on dit deux États ou un État, encore faut-il préciser les mots d'ordre et les positions qui vont s'exprimer autour du genre d'État qu'on va défendre. En fait, c'est tout un spectre de positions de classe très différentes qui peuvent s'exprimer à travers une solution dite à deux États, par exemple. Nous, les mots d'ordre de notre Parti communiste révolutionnaire de France sur la question de l'État palestinien, ils diffèrent totalement de ce que défend le gouvernement bourgeois français lorsqu'il reconnaît juridiquement un État de Palestine à l'ONU, ou le gouvernement bourgeois espagnol également, qui veut se faire de manière démagogique et pour ses propres intérêts, fer de lance de la cause palestinienne à l'échelle de l'Union européenne. Donc, lorsqu'on parle d'un État ou deux États, donnons les conditions de ces États. Nous, notre parti, on y défend la reconnaissance d'un État palestinien sur les frontières donc de 1967, avec Jérusalem-Est, Al-Quds comme capitale, mais avec une série de conditions qu'on va détailler dès maintenant. On demande certes la reconnaissance d'un tel État souverain, mais tout comme le choix libre de ses représentants politiques et des voies de son développement. Pour être souverain, cet État doit avoir le contrôle et le choix libre de ses capacités régaliennes, c'est-à-dire juridiques et militaires au premier chef. Un tel État est évidemment impossible sans le démantèlement immédiat, sans condition et par tous les moyens nécessaires de l'ensemble des colonies israéliennes des territoires occupés. On demande aussi la reconnaissance du droit du peuple palestinien à la résistance armée contre l'occupation sioniste comme légitime et juste dès à présent, comme après la fondation d'un État de Palestine en cas d'ingérence ou d'agression militaire. On demande la libération des prisonniers détenus dans les prisons israéliennes et le droit au retour des réfugiés dans leur foyer, conformément à la résolution 194 de l'ONU. Je pense que ce sujet-là, on va y revenir dans la discussion parce que c'est un pan à part entière de la question. Une fois qu'on a fixé tout ça et qu'on voit les différences donc avec la bourgeoisie française ou espagnole, comme je l'ai dit, il y a un autre principe sur lequel je voudrais appuyer dans notre échange qui est important pour les communistes, c'est celui de l'internationalisme ouvrier comme boussole de notre solidarité avec la Palestine. Lorsque l'on se définit en tant que communiste comme internationaliste, ça veut dire qu'on tient comme cardinal le fait que les différentes classes ouvrières et peuples du monde construisent leur position sur leur propre expérience. Ça revient à affirmer quoi ? Que les forces de résistance nationale démocratique palestinienne ou les différents partis communistes dans la région et en Palestine doivent, par leur propre expérience, en toute autonomie, établir leur stratégie politique, leur tactique et leur programme. Donc nos initiatives de solidarité, elles ne vont pas se limiter aux organisations qui défendent précisément les mots d'ordre qu'on vient de définir.
nos débats ne se limitent pas à ceux avec qui on serait d'accord. Au contraire, l'internationalisme, c'est construire dans son cadre national ses propres positions, ses propres réflexions, pouvoir les amener honnêtement et sincèrement dans les débats pour la mutualisation, l'enrichissement du mouvement communiste international et avancer dans la solidarité internationale. En France, on oppose souvent au mot d'ordre du PCRF celui de la défense d'un État de Palestine du fleuve à la mer, souvent qualifié de binational, laïque et démocratique. Les raisons invoquées sont multiples. L'État palestinien, dans les frontières de 67, serait impossible à cause de la colonisation de la Cisjordanie. Ou bien, le sionisme étant un projet colonial, on reconnaîtrait alors, de fait, la colonisation antérieure à 1967 et la Nakba de 1948. Quelle critique de la solution dite à un État ? Il y a plusieurs raisons à cette critique. La première raison, c'est d'abord son caractère idéaliste. Les tenants de la solution à un État devraient nous expliquer comment on va pouvoir arriver à une telle situation. C'est-à-dire, est-ce qu'une lutte armée et politique va permettre de venir à bout de cet État très puissant, voire même d'aboutir à sa destruction, à la destruction totale de l'État israélien tel qu'il est aujourd'hui, et même, pourquoi pas, au départ, des capitalistes israéliens. On peine à imaginer quelles pourraient être les étapes, les alliances et les classes en présence dans un tel processus. La deuxième raison, elle relève plus du défaitisme. Pour certains, la mise en place la place occupée désormais par toutes les colonies en Cisjordanie rendrait totalement impossible la récupération des terres nécessaires pour les Palestiniens. Et il faudrait donc imaginer que les colons restant sur place s'entendent bien avec ceux qu'ils ont spoliés, puisqu'il y a eu vol des terres pour installer ces colonies. Non, ça n'est... on a envie de dire, c'est même absurde, ça n'est pas envisageable. Donc de ces deux raisons, la raison idéaliste, qui dénonce le caractère idéaliste, et la raison qui dénonce le défaitisme, elle laisse entendre deux choses. La première, que l'État israélien serait assez faible pour qu'on puisse le détruire et le réformer entièrement actuellement. Et la deuxième, ce serait au contraire qu'il serait trop puissant et que les Palestiniens ne pourraient pas obtenir, ne pourraient pas défendre leur propre État, finalement. Donc entre le défaitisme et l'utopisme de la cohabitation, on voit que pour nous, cette solution est tout à fait contestable. Mais plus fondamentalement, dans cette solution à un État, nous y voyons la non-application d'une analyse marxiste-léniniste de l'impérialisme. C'est-à-dire, et tu en as déjà parlé, le développement inégal des capitaux et des forces productives. Il s'agit, tu l'as rappelé, d'une loi économique qui est objective et qui est fondamentale dans le capitalisme et qui stipule que les différentes économies capitalistes, elles se développent dans l'espace et dans le temps à des niveaux forcément différents. Donc, dans la situation israélo-palestinienne, si on prend l'état de l'économie palestinienne, on la voit très fragmentée et faible, fragile. Elle est essentiellement composée d'unités économiques réduites à de la petite propriété en capitaux commerciaux et agraires, même si, on le sait, il y a quelques grandes entreprises qu'on peut qualifier de monopoles. Pensons par exemple à la société de télécommunications Paltel,
qui a des actifs équivalents à 740 millions de dollars, 2630 employés. Pensons aussi à la Bank of Palestine, qui a un actif de 6,5 milliards de dollars, 1800 employés, ça en 2022. Et la société d'investissement Pagico, 815 millions de dollars et 4300 employés. Même à Gaza, il y avait, avant 2020, environ 2000 usines dans différents secteurs. Et puis, il est vrai aussi que cette bourgeoisie palestinienne, elle reçoit du soutien financier d'autres États, elle investit ses capitaux à l'étranger, par exemple dans des entreprises en Algérie, en Arabie Saoudite, au Soudan, en Turquie ou aux Émirats arabes, souvent dans le secteur de la construction. Donc oui, il y a une bourgeoisie palestinienne qui pourrait évidemment servir d'embryon au développement d'un véritable impérialisme. Mais d'un autre côté, face à cette économie palestinienne, on a un État israélien avec des monopoles très solides, aux forces productives beaucoup plus développées. Et en ce sens, donc, tout projet d'un seul État surestime le rôle joué par le droit, la politique, l'idéologie, en faisant fi du pouvoir réel exercé par les classes et par l'économie. Donc, dans les conditions actuelles, la création d'un seul État n'aurait qu'un effet, c'est de favoriser le capitalisme israélien et de continuer l'oppression du peuple palestinien qui serait de toute façon dépossédé d'un tel pouvoir, même si cet État s'appelle Palestine. Donc, les Palestiniens, ce que nous disons, c'est qu'ils doivent posséder leur propre État afin d'être en mesure de s'autodéterminer, construire leur État, construire aussi ce régime économique qu'ils choisiront librement, pour ensuite pouvoir faire en quelque sorte jeu égal avec, pourquoi pas, ce qui pourrait devenir un partenaire économique et politique à côté l'État israélien. Voilà ce que nous disons, même si nous ajoutons que c'est bien sûr au peuple palestinien de décider de son avenir. Voilà, fondamentalement donc, ce que nous avons essayé de démontrer, c'est que l'erreur avec la solution à un État, elle est celle du rejet de la loi du développement inégal comme facteur objectif de l'évolution des différentes nations sous l'impérialisme. Et il s'agit d'une position que nous qualifions de trotskiste et qui est d'ailleurs revendiquée comme telle par des organisations trotskistes telles que la Révolution permanente, mais aussi par des organisations qui ne se réclament pas du trotskisme. On voit comment l'analyse léniniste de l'impérialisme permet de donner des faits, des sources au combat de solidarité avec la Palestine en la réinscrivant dans sa base économique. Mais l'un des arguments majeurs à la défense d'un État en Palestine touche à la question nationale. La Palestine étant victime du colonialisme israélien et de l'oppression nationale, il lui reviendrait de droit de chasser la société israélienne assimilée tout entière à des colons, même si nous reconnaissons bien sûr le caractère colonial du projet politique israélien. Comment répondre à cet argument ? Dans ce contexte alors, quelle nation pour les Palestiniens ? Il faudrait d'abord rappeler, sur la question de la nation, un petit rappel théorique sur ce qu'est une nation, le fait national, pour le marxisme-léninisme. Une nation a des caractéristiques qui précèdent le capitalisme. Là, je pense particulièrement à une langue partagée par une communauté d'individus. Je pense aussi particulièrement à une formation psychique subjective, c'est-à-dire une certaine conscience nationale qui s'exprime dans une culture et des institutions tout aussi nationales. Ça précède le capitalisme. Pour un des exemples les plus connus, les dattes ou l'huile d'olive palestinienne précède le capitalisme, bien sûr. La langue, également, la précède. Mais ce que le capitalisme
va produire dans le fait national. C'est pourquoi le capitalisme va constituer les nations en tant que nation, alors que dans l'histoire avant, elle n'existait pas. C'est que le capitalisme possède une base économique sur un territoire délimité qui va affirmer, fortifier, renforcer une conscience nationale qui va donc ensuite s'ériger en nation. La nation française, allemande et donc la palestinienne dans notre cas. Alors pourquoi on pourrait dire spécifiquement le capitalisme? Donc là, l'exemple de la Palestine, il est particulièrement parlant, je trouve. La Palestine, avant le capitalisme, vit sous l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'on a un grand empire avec un espace géographique extrêmement étendu, divisé en régions qu'on appelle les wilayas, qui ensuite ont plus ou moins d'autonomie et sont relativement isolées les unes des autres. Comme tout mode de production économique féodal, on a une grosse tendance à l'agriculture, le petit artisanat, et donc très peu de communication aussi entre les communautés dont on est en train de parler. L'introduction du capitalisme, c'est l'introduction de rapports marchands à leur plus haut stade de développement. Et quand des rapports marchands se développent, eh bien ces communautés qui, dans leur conscience nationale encore en éveil, pouvaient en être encore à un état de balbutiement de cette conscience, les rapports marchands vont l'accélérer, parce que ça accélère l'intégration, le lien entre cette communauté, produire des marchandises qui vont répondre aux besoins de cette communauté, produire ensuite des institutions sur base de ces rapports marchands qui vont ensuite affirmer cette conscience nationale. Et donc, c'est dans ce cadre économique, et c'est là le cœur de la question, que la nation se constitue au fil de l'histoire. Par contre, il faudrait ajouter un deuxième élément sur ce qu'est la nation pour nous, en tant que communistes, c'est que, comme tu l'as souligné, sous l'impérialisme, on a un développement inégal des capitaux et forces productives. Si on a un développement inégal des capitaux et forces productives, on a donc aussi, on l'a vu dans l'histoire de tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, un développement inégal des nations et des consciences nationales. Il peut y avoir différents facteurs, hein. Il peut y avoir la violence coloniale, impérialiste la plus brutale donc, qui va empêcher cette conscience nationale de se développer. Par exemple, on pense là à l'Algérie, on pense au Vietnam, anciennement Indochine, où c'est la lutte de libération qui va permettre aussi d'affirmer cette conscience nationale contre une nation qui oppresse. On peut penser aussi aux conditions de développement des capitaux et forces productives qui vont faire que certaines consciences nationales vont se développer dans des caractéristiques propres, avec plus ou moins de vitesse, dans des voies de développement social aussi parfois autonomes et différentes selon les différentes régions et continents du monde. Dans tous les cas, quelle est la situation en Palestine? On parlait du cas de l'Algérie, par exemple, du Vietnam, une oppression nationale. On a une colonisation. C'est un fait que le peuple palestinien, en tant que nation, est opprimé par une autre nation et une autre société, la société israélienne. Pour nous, en tant que communistes, l'autodétermination nationale, ce n'est pas de la phrase, ça nécessite quelque chose d'essentiel, c'est la séparation des nations opprimées de leurs nations qui les oppriment, pour pouvoir s'autodéterminer, pour des raisons, là encore, économiques, matérialistes, parce qu'une nation ne peut s'épanouir de façon libre et autonome si elle persiste à vivre au sein de la nation qui l'opprime. Et là, c'est pourquoi notre parti défend les frontières de 67 également, avec Jérusalem-Est comme capitale, non seulement pour la protection des Palestiniens, comme tu l'as très bien dit juste avant, en vertu de la formation des forces productives et leur niveau de développement inégaux, mais aussi en raison du fait national. Parce que nous, ce que l'on défend, c'est un État pour les Palestiniens eux-mêmes et pour les Palestiniens seuls. Lorsqu'on défend un État dit binational, c'est quoi la binationalité? Souvent, on va voir accoler juifs et arabes. Il y a des Palestiniens qui sont juifs, il y a des Palestiniens qui ne le sont pas, mais les Palestiniens ne se limitent pas à être arabes. Et là, on voit que la différence
là aussi fondamentale, c'est non seulement la protection des Palestiniens, mais à l'encontre de positions qui vont défendre un État binational, c'est aussi sur l'appréhension de la nation. Qu'est-ce que c'est pour nous ? Parce que quand on dit un État des Juifs et des Arabes qui pourraient vivre en paix et qui serait laïque, qu'est-ce que ça raconte sur ce qu'on pense de la nation ? En fait, c'est la vue libérale, bourgeoise, c'est-à-dire l'idéologie dominante sur ce qu'est une nation, qui ne serait qu'une communauté d'individus qui partagent des traits plus ou moins communs, qui partagent une culture, une langue, et qui peuvent alors plus ou moins s'entendre avec d'autres communautés, en dehors de tout cadre matériel réel, en dehors de toute base sociale dans lequel cette nation puisse vivre en tant que nation. Demandons-nous, par exemple, si dans le cas de la guerre de libération de l'Indochine, on aurait le mot d'ordre d'un État binational vietnamien où on ne saurait même pas quelle expression on aurait utilisée, les Blancs et les Indochinois, alors, par exemple, dans ce cas-là, auraient pu vivre ensemble. Non, il faut la séparation, quelle que soit la modalité de cette séparation, sinon la nation ne peut pas s'épanouir. La question nationale appelle inévitablement celle des frontières. C'est là le plus gros point de débat encore aujourd'hui. Mais alors, pourquoi défendre les frontières de 1967 ? Alors, tout d'abord, s'agissant des frontières, rappelons que non seulement, comme tu l'as très bien dit, la nation apparaît sous le capitalisme, mais aussi qu'elle est sujette à l'histoire dans son développement, avec la base matérielle conditionnant ce développement. La Palestine comme territoire, avec des frontières délimitées, n'apparaît qu'avec le mandat britannique, donc lors de la chute de l'Empire ottoman, après la Première Guerre mondiale. On est donc au début du XXe siècle, et c'était sous la forme d'un mandat territorial de la bourgeoisie anglaise, qui voyait dans le contrôle de ce territoire une possibilité de concurrencer la France, qui avait son protectorat au Liban et en Syrie. Par-dessus ça est arrivé un projet de foyer national juif, avalisé, alors c'est un projet sioniste, un projet sioniste qui avait été lancé dès la fin du XIXe siècle, avalisé par la déclaration Balfour de 1917, et donc cette déclaration Balfour, elle soutenait ce projet colonial sioniste en Palestine. Projet conçu, là encore, par l'Angleterre, dans le cadre d'accords, les accords Sykes-Picot de 1916, ceux qui ont dépecé l'Empire ottoman, au profit des monopoles dominant la configuration impérialiste de l'époque dans la région. Et c'était l'utilisation de l'émigration juive était d'abord pensée par les Britanniques comme un levier de la concurrence avec la France. Les frontières donc d'un seul État binational, libre et démocratique, celui dont on a parlé, seraient donc les frontières fixées par le mandat britannique. Alors, que le peuple palestinien conçoive ces frontières comme étant celles qui historiquement lui reviennent dans le cadre de son autodétermination, c'est un sujet. Mais que on conçoive, nous, depuis la France, ces frontières comme les seules permettant l'autodétermination du peuple palestinien, c'est factuellement faux. Puisque ces frontières n'ont pas permis son autodétermination durant la phase du mandat britannique, du fait même de cette oppression, aussi bien par les Anglais que par la colonisation sioniste qui avançait. Et pensons par exemple à la grande révolte arabe de Palestine qui s'est produite entre 1936 et 1939 et qui s'est soldée par une lourde défaite militaire en 1939 et en même temps, ça on le sait peut-être moins, par la promesse faite par les Britanniques de la création d'un État unitaire pour Juifs et Arabes
dans les 10 ans à venir, évidemment un État qui n'a jamais vu le jour et qui, aujourd'hui, après la Nakba, après le génocide à Gaza, est encore plus impensable qu'il ne l'était et qui n'a donc pas pu être réalisé. Donc, lorsqu'on évalue la question nationale et les modifications des frontières, pour nous, communistes, la question revient toujours à se demander quelles frontières permettent au mieux la libre séparation et l'autodétermination d'un peuple au fil de son histoire. Ici, la Palestine mandataire ne l'a pas permis. Et alors d'autant plus, après 1948, lorsque l'État sioniste s'est définitivement construit et a rendu toute cohabitation nationale impossible, comme nous l'avons souligné auparavant. Alors il reste une question épineuse dans la question des frontières, c'est celle du droit au retour des réfugiés palestiniens, tu l'as évoqué. Ce droit au retour, notre parti le défend absolument. Droit au retour non seulement de ceux qui ont été exilés par le nettoyage ethnique de 1948, la Nakba, commis lors de la fondation de l'État israélien, mais aussi, bien sûr, les exilés de 1967, qui se retrouvent en grande partie maintenant dans les camps de réfugiés au Liban ou en Syrie. Un élément fondamental de ce droit au retour, c'est le libre choix pour tout réfugié entre le retour effectif ou la compensation. Et ça, c'est validé dans le droit international. C'est pour tout peuple ayant subi un nettoyage ethnique, c'est écrit noir sur blanc, droit à retourner effectivement dans le lieu volé ou à compensation. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que l'exercice de ce choix relève pour les Palestiniens à la fois de la liberté individuelle ou d'une reconnaissance du droit au retour en tant que droit collectif. Donc, ce droit à compensation financière, il ne concerne pas seulement le seul retour sur le lieu historique du réfugié et de ses ancêtres, il concerne aussi la possibilité, en s'installant ou en Israël ou dans le nouvel État palestinien, à compensation des déplacements forcés, des nettoyages ethniques massifs de population dont l'État sioniste se sera rendu coupable jusqu'à aujourd'hui. Si on devait conclure, je pense qu'on peut dire qu'avec cette vidéo, on espère que les spectatrices et les spectateurs ils pourront se faire leur propre position, leur propre avis, maintenant qu'ils ont toutes les clés en main, sur ce que signifient les frontières de 1967 d'un point de vue marxiste-léniniste. Et les débats autour des frontières, de l'opposition entre un État ou deux États, ou dans notre premier échange sur l'impérialisme, sur le Moyen-Orient, il faut souligner que dans le contexte qui est le nôtre du mouvement communiste en France, aujourd'hui, maintenant, ça nous a permis aussi de revenir, pour les besoins de la polémique, sur des aspects essentiels de notre doctrine. On a vu ce qu'est notre analyse de l'impérialisme, ce qu'est une nation dans l'histoire pour nous. On a vu aussi le lien entre économie et superstructure, le droit, l'idéologie, la politique, dans la question coloniale, par exemple, dans le cas de la Palestine. J'espère qu'on aura réussi quand même à montrer aussi par là le danger continu de la pénétration de l'idéologie dominante dans les forces qui peuvent se réclamer en parole du communisme. C'est-à-dire, on va transformer la question coloniale en une question qui serait complètement séparée de la lutte anti-impérialiste ou anticapitaliste, ou qu'on va ramener le fait national à une simple question de construction hasardeuse dans l'histoire qu'on pourrait ensuite régler par des décrets juridiques ou politiques. Notre parti est, répétons-le, pour l'autodétermination et la création d'un État palestinien.
c'est l'étape de la lutte de classe dans laquelle on se situe. L'étape suivante sera la lutte pour la révolution socialiste en Palestine. Une étape qui ne peut être faite que par les Palestiniens eux-mêmes et leur libre choix également. Notre parti est pour le pouvoir de la classe ouvrière et la révolution socialiste en Israël, en vertu du développement des forces productives, c'est-à-dire pour la destruction de l'État bourgeois israélien, pour l'instauration de la dictature du prolétariat et la construction du socialisme en Israël, contrairement à ceux qui nient les conditions objectives et le niveau de développement inégal à la société palestinienne. Il faut rappeler que c'est le socialisme, comme le fit d'ailleurs l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS, qui permet une cohabitation nationale possible. C'est-à-dire que dans une perspective où si, et je remets encore une fois le si, c'est très important, si Palestiniens et Israéliens achevant la révolution socialiste, construisant le socialisme, décident de la construction, cette fois d'un État binational, la base matérielle, les conditions économiques le permettront, s'ils le souhaitent. Pensons à l'exemple de l'URSS, l'Empire tsariste, prison des peuples, comme disait Lénine, où le peuple, par exemple, ukrainien, ou des religions, par exemple, comme l'islam, étaient violemment opprimés et discriminés. Les bolcheviks ont une attention toute particulière à ça et ont réussi quand même à construire cette union des républiques socialistes où les différentes nationalités cohabitaient ensemble parce que les conditions matérielles permettent une évolution des consciences, de la subjectivité que ne permet pas le capitalisme et qui, aujourd'hui, en Palestine, ne mènerait les Palestiniens qu'à être définitivement détruits par le colonialisme israélien. La lutte de classe, elle, ne s'éteindra qu'après la liquidation de toutes les classes à l'échelle mondiale, et c'est le communisme, stade supérieur du socialisme, qui assurera alors le dépérissement de l'État. Notre parti aujourd'hui, il s'emploie à construire un parti communiste dans la classe ouvrière en France, un parti qui doit être capable, je pense qu'on l'aura senti dans ces échanges, par un processus de bolchevisation continu, exigeant, d'établir une position qui doit refléter les intérêts de la classe ouvrière en France, dans un cadre national qui lui est pourtant particulièrement défavorable. Les débats autour de la Palestine, durant nos deux échanges, je pense que ça nous invite aussi, toutes et tous, à rester vigilants, à construire et préserver cette indépendance, cette autonomie politique de la classe ouvrière. Afin que, sous une phrase, même là, de gauche, ou dans notre cas décoloniale par exemple, ce ne soit ni l'utopisme, ni le défaitisme, ni les positions bourgeoises qui remplacent notre indépendance politique.